Wir waren nicht die Ersten, die mit den Kernwaffenversuchen begonnen haben. In Nebel gehüllt das Morgenrot. Vorbei die schlaflose Wacht. Der Wind mit seiner weißen Fracht verwischt unsere Spuren auf immer. Diese Küste ist sicher die am besten bewachte der Welt. Novaja Zemlja, das zentrale atomare Versuchsgelände Russlands. Eine 900 Kilometer lange Insel aus Eis, Fels und Tundra im Polarmeer. Das supergeheime Objekt 700. Wir sind das erste zivile Filmteam, das hier landet. Kap Mięchykowo. Hier tun nur die Soldaten Dienst, deren Gesundheit am besten und deren seelische Widerstandskraft am stärksten ist. Im Winter fallen die Temperaturen bis auf 50 Grad unter Null. Der eisige Wind erreicht Geschwindigkeiten von 60 Metern in der Sekunde. Wer von einer Baracke zur anderen will, muss sich an extra dafür gespannten Tauen festhalten. Die 15 Offiziere und Soldaten auf diesem Posten leben monatelang völlig isoliert. Und mit der Angst, dass die Lebensmittel bis zur nächsten Lieferung vielleicht nicht reichen werden. Der Soldat am Ufer heißt Alexei Kisnir, ein 18-jähriger Bursche aus Donetsk in der Ukraine. À 10 ans, notre journaliste, Pavel Ogaryov, avait le même âge lorsqu'il a été envoyé en Nouvelle-Zamble pour faire son service militaire. C'est ici qu'il a passé l'hiver le plus éprouvant de sa vie. Là-bas, autrefois, il y avait des lance-missiles. C'est là que Pavel a monté la garde pendant 6 mois. 4 heures de garde, puis 4 heures de sommeil, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est devenu un dépotoir surveillé par les ours polaires, qui sont eux aussi de bons gardiens. Nous sommes de plus en plus conscients que chacun de nos mouvements est surveillé. Les soldats cherchent-ils à nous protéger des ours ou à nous empêcher de circuler librement? Nous ne le saurons jamais, car les habitants de la Nouvelle-Zamble, peu bavards, sont tenus au secret. Peu de temps avant le tournage, Pavel a fait la connaissance d'un homme qui, lui, a accepté de parler. Cet officier, qui ne dévoile ni son visage ni son identité, a passé près de 20 ans en Nouvelle-Zamble. Je suis à la retraite depuis près de 5 ans. Mais il y a encore des choses dont je ne peux pas parler. Certains secrets n'ont pas encore été dévoilés. J'ai de nombreux amis qui travaillent toujours. J'ai une famille, des enfants. Je ne voudrais pas qu'ils aient des ennuis. Le plus terrifiant, c'est que, bien souvent, ces essais n'avaient pas été préparés avec suffisamment de rigueur. Il arrivait que les gens qui participaient à ces essais n'aient suivi aucun entraînement. Parfois, nous faisions nous-mêmes ces essais, et ce n'était un secret pour personne. Ces essais répondaient aux exigences du congrès du parti. On nous obligeait à travailler, on subissait des pressions. Ils exigeaient que nous fassions des essais. Il leur fallait toujours de nouvelles explosions. Et on s'exécutait sans même penser aux conséquences. Les soldats arrivaient des 4 coins de l'Union soviétique. Du Kazakhstan, des villages, des orphelinats. Ces jeunes soldats, sans aucun entraînement, effectuaient le travail le plus sale, le plus ignoble qui soit, sans même en avoir conscience. Dans les livrets militaires, l'unité basée en Nouvelle-Zamble figure sous le numéro 77 510. Aujourd'hui, cette mention n'est plus d'aucune utilité pour Yevgeny Galagout, qui a fait son service dans le polygone nucléaire il y a 35 ans. Quelques jours avant notre départ pour l'île, nous voici dans une modeste chambre d'hôtel à Arkhangelsk, une ville située sur la côte. C'est ici qu'Yevgeny Galagout a élu domicile.
Comme Pavel, notre journaliste, il est à la recherche de tous les documents en mesure de prouver qu'il a bien fait son service en Nouvelle-Zamble. Il espère trouver des indices supplémentaires dans les archives militaires d'Arkhangelsk. Yevgeny se bat pour la pension qui lui revient de droit en tant qu'ancien soldat d'une unité à haut risque. Depuis déjà 4 ans, il parcourt toute la Russie pour constituer son dossier. Pourquoi penses-tu avoir été choisi pour faire des essais? Je suis orphelin, je n'ai pas de parents. Il n'y a personne pour pleurer sur mon sort. Alors on t'a balancé là-dedans? Oui, c'est ça. Ça, c'est l'épicentre. Oui, c'est l'épicentre où on lance la bombe. Ce sont vos bunkers? Oui, ce sont nos casemates blindées. Chaque bunker se trouve à 3 km du centre. Oui, c'est ça. Au signal, tous les appareils se mettent en marche pour déclencher l'explosion. Tout est automatique. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Une fois qu'on a terminé le travail, sur le bateau, on quitte les lieux. Vous partez 1 heure ou une demi-heure avant l'explosion? Non, tu rigoles. Il faut qu'on parte 6 ou 8 heures avant. Avant l'explosion? Évidemment. Et vous allez où? Derrière les rochers? Dans la baie? On se réfugie derrière les rochers, dans la baie, peu importe. On va dans la baie au point D8. Alors vous ne pouvez plus voir le site? Non, on aperçoit seulement les avions qui le survolent et l'explosion. Il y a 4 avions, ou disons plutôt un avion escorté par 3 autres. Ils survolent les lieux, ils prennent de l'altitude et ils repartent. En fait, ils prennent d'abord de l'élan, ils lâchent la bombe et ils s'éloignent rapidement avant de reprendre de l'altitude. Tu les as vus larguer leurs bombes. Tu as vu les parachutes s'ouvrir et l'engin tomber. Mais qu'est-ce que tu peux distinguer à cette distance-là? On voit les avions dans le ciel et on les voit repartir. Nous, on ne voit que l'explosion. Ça fait quel effet? On ne voit que l'explosion. De loin, c'est plutôt un beau spectacle. Oui, mais je te demande si... C'est beau. Voilà tout. La Terre s'élève, tourbillonne, tout est aspiré vers le haut. Ça forme une sorte de gros champignon. Tout brûle à l'intérieur. La Terre brûle. Ça monte. Ça va très vite. Et c'est comme un champignon. La poussière est aspirée vers le haut. Ça fait des tourbillons. Tout brûle. Et vous, vous regardiez. Une fois, l'explosion a été si violente que le souffle a été renvoyé par les rochers. On était sur le pont, on a été littéralement fauchés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le souffle. C'était l'onde de choc. Oui. On a été écrasés par le souffle de l'explosion. On était tous tombés à la renverse. On n'a rien vu venir. Tu dis avoir vu près de 80 explosions. Plus que ça. Les explosions sont de puissances différentes. Elles sont plus ou moins fortes. Toi, quelle est celle qui t'a le plus impressionné? L'explosion la plus puissante faisait 50 mégatonnes. Quoi? 50 mégatonnes? Oui. C'était comment? C'était pareil. Seulement on s'est éloigné beaucoup plus. On était au-delà du point D8, au-delà des rochers. Plus loin que Medvedja. Bref, on s'est vraiment éloigné. On avait peur. Mais il ne s'est rien passé de grave. Même si l'explosion avait été plus faible au point D8, toutes les vitres auraient volé en éclats. L'onde de choc a été ressentie jusqu'à Paris. Par la suite, on a appris par nos agents que la France avait adressé une lettre de protestation. Donc on l'a ressenti à Paris. Oui, à Paris. L'onde de choc se propage de façon discontinue. On la ressent à un endroit, puis elle rebondit d'un point à un autre. Les explosions nocturnes sont les plus belles. La nuit, ça se passait de la même façon? Oui, on s'en allait, comme d'habitude, mais c'était beaucoup plus beau à voir. L'explosion est beaucoup plus lumineuse la nuit. On se protégeait en enfumant nos lunettes avec des allumettes. Vous aviez peur de perdre la vue? Bien sûr, mais comme ça on pouvait regarder. La nuit, c'est exactement la même explosion que le jour. Seulement, on la voit beaucoup mieux. Vous en discutiez entre vous? De quoi voulez-vous qu'on discute? Il n'y a rien à dire. Après l'explosion, chacun retournait à son poste. On allait dormir comme tout le monde, faire dodo.
Tu parles d'un dodo, on se couchait pour oublier. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? On n'y prêtait même plus attention. On faisait notre boulot, voilà tout. Arkhangelsk est le chef-lieu du district. Il n'y a pas très longtemps, elle était encore interdite d'accès. C'est aussi le centre administratif de la Nouvelle-Zamble. Une ville qui ne manque pas de contraste. On y trouve certes des hommes qui continuent de recenser les visiteurs avec la même méfiance. Mais il en est d'autres qui souhaitent aujourd'hui dévoiler enfin le secret du polygone nucléaire. En voilà un, Viktor Tolkachev, journaliste et militant du mouvement écologiste local. Pavel et Yevgeny l'ont rencontré. Ce sont des officiers des unités 77-510. Du polygone nucléaire de la Nouvelle-Zamble. C'est la garnison Bielouchia. C'est en quelle année? 1963. Tu es où? Je suis là. C'était quand je faisais des essais nucléaires en Nouvelle-Zamble. J'étais technicien radio. Tu étais matelot? Oui, c'est ça. Dans le polygone, on faisait des essais nucléaires dans l'atmosphère, au point D3. C'est derrière le détroit de Matochkin-Char et la baie de Medvedja. Il y avait 6 matelots et 6 officiers par casemate. C'est dans ces casemates que se trouvait le matériel, les caméras? Ces casemates étaient enterrés aux 3/4. Il y en avait 3 dans la toundra. On installait le matériel. Nous, on étudiait les rayonnements gamma. On posait des tuyaux dans les tranchées pour y passer les câbles. On plaçait les émetteurs sur les parapets. On branchait tout. Et on contrôlait tout ça sur les oscillographes. Ensuite, on remplissait les tranchées avec des sacs de sable et on bloquait les portes avec des madriers pour qu'elles résistent au choc. Il y avait 3 points de largage possibles. Quand le radar avait détecté sa cible, l'avion lâchait la bombe. Elle était munie d'un parachute. Durant la période où Yevgeny a été en poste ici, 52 essais nucléaires ont été réalisés, du moins selon la version officielle. Cependant, il se rappelle avoir assisté à au moins 80 explosions. C'est tout à fait possible, car pendant ces années-là, on faisait exploser des bombes obsolètes qu'il aurait été plus compliqué de démonter. Mais cela n'a jamais été mentionné dans aucun rapport officiel. Quand tu reviens sur les lieux, les sacs de sable ont tous brûlé. Après la pluie, tout est gelé. Mais après l'explosion, ça fond et ensuite ça regèle. Regardez tout ça. On a été obligé de déblayer tout ça à la main. On a fait ça pendant 2 ans. On n'avait même pas de masque de protection. En été, on enfilait une sorte de combinaison. En hiver, on portait un manteau doublé. Vous savez, les hivers sont rudes. Il y a des ouragans, ça souffle. On mettait juste des bottes. On déblayait, on enlevait toute cette saleté à main nue et on mesurait la radioactivité. On a vécu plus de 80 essais dans l'épicentre. Nous nous sommes engagés à garder le silence pendant 25 ans, comme ils nous l'avaient demandé. Et vous vous êtes tus? Oui, ça fait 33 ans, mais c'est comme si on n'avait jamais existé. Plus aucune trace de nous, les documents ont disparu. Sur cette île qui était classée secret défense et où on ne laissait même pas entrer Greenpeace, comment voulez-vous retrouver des documents? Ça veut dire quoi tout ça? On a déjà vu des Américains là-bas? Arrête de t'obstiner, les portes te resteront toujours fermées. Tu touches bien ta pension, oui ou non? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ma pension? Mais tout le monde en touche une. Après 80 explosions, je perçois 12% de mon salaire. T'appelles ça une pension? 12%, t'as vu ça où? J'ai écrit aux archives militaires de Moscou, mais elles ne s'occupent que des officiers. Ils m'ont répondu que les soldats de la marine devaient s'adresser aux archives de Podolsk. Podolsk m'a renvoyé sur Gatchina. J'ai reçu une réponse. Pourquoi Gatchina? Parce que les archives de la marine militaire sont rassemblées là-bas. J'ai même écrit au ministre de la Défense. Je l'ai averti que si je n'obtenais pas satisfaction, j'irais devant un tribunal, jusqu'à la Cour suprême, et plus haut encore. Mon Dieu, encore 3 ans de guerre. En
1994, on a célébré le 40e anniversaire du polygone nucléaire. Comme toutes les autres, ces images tournées dans la ville de garnison de Biélouchia n'ont jamais été diffusées. Aujourd'hui encore, cette ville ne figure sur aucune carte de Russie. Le 7 septembre 1954, les premiers soldats de la flotte du Nord sont arrivés en Nouvelle-Zambie. Un an plus tard, on avait déjà fait exploser la première bombe atomique. Aujourd'hui encore, on ne sait pas quel a été le prix à payer pour ce premier essai effectué dans la précipitation. Personne ne semble se souvenir de cette époque lointaine. Уходите! Надо туда повернуть. Девчонки, слева и ноги четкие шаги, большие делают. Большие делают, мы сзади же покрестили. Сейчас пойдем, вот мы прям не махать. Не такие, чтобы совсем... Officiellement, depuis 1990, on a cessé toute activité dans le polygone nucléaire. Mais tout peut reprendre d'un instant à l'autre. Il suffit que le président en donne l'ordre. Pour l'instant, la Nouvelle-Zambie reste toujours une zone interdite. De retour sur la terre ferme, au commissariat militaire central du district d'Arkhangelsk. C'est ici qu'on est supposé archiver les dossiers des vétérans de la Nouvelle-Zambie. Dans ce bâtiment, Yevgeny espère trouver les documents qui prouveraient qu'il a bien effectué son service en Nouvelle-Zambie. On n'a pas le droit de divulguer les informations contenues dans ces archives. Il est donc interdit de filmer. Mais grâce à un magnétophone dissimulé dans le sac de Pavel, l'entretien a pu être enregistré. Проходите. Что вы хотите? Ну, к вам по такому поводу. Жень, покажи. Товарищ, мне надо найти часть 7510. Покажите ваши документы. Ну, по-моему, вас ввели в заблуждение. Ну, это Архангельск 55. Это Архангельск 55, но это находится на Новой Земле, этот адрес. Как Новой Земле? Тут написано же Архангельск 55, часть 70. Я вам еще раз говорю, что 7510. это адрес Новой Земли. Можете обращаться туда, сделать запрос, это не ко мне. А как туда обращаться? Туда же не добраться. Добраться туда невозможно, поскольку заезд туда ограниченный, поэтому вы человек гражданский. Да. Тем более вам туда уже никак не добраться никакими путями. Ну, там же должны быть картотеки, архивы сохраниться. Нет, всех картотеки и архивы, они вывезены оттуда и уничтожены. Вы служили офицером там? Матрос. А, в срочную службу служили, да? Угу. Ну, тогда еще тяжелее. Еще тяжелее, да. Архивы сожжены за давностью лет. Поэтому я ничем вам не могу помочь. Ясно. Это закрытая зона и бессмысленная поездка. Абсолютно бессмысленная. И почему вы через 30 лет вдруг начали... А 25 лет на подписке было молчание. Время-то уже прошло. Так я 4 года ищу. Уже 4 92 года, да, я ищу. Нет, тут я бессилен вам что-либо сказать и помочь. Он не мог и не хотел, il ne pouvait pas et ne voulait pas en dire plus. Le commandant? Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a aucun pouvoir. C'est quoi cette histoire d'archives brûlées parce qu'elles étaient trop anciennes? Les archives, ça se garde éternellement. Brûlées, qui les a brûlées? Lorsque Yevgeny a fait son service militaire en Nouvelle-Zambie, dans la région frontalière du nord de l'Union soviétique, les installations militaires étaient très nombreuses.
des bases de l'armée de l'air et de la marine et des bases de missiles. Les plus importantes fonctionnent toujours, comme ici à Menchinkov. Майор Ковальчук, Меньшикова. Depuis les conférences pour le désarmement nucléaire, la perestroïka et la chute du communisme, le polygone nucléaire est à l'abandon. Mais le centre de contrôle aérien est toujours aux aguets. Dès qu'il repère un avion étranger, l'alerte est déclenchée. À quelques centaines de kilomètres d'ici, les pilotes basés dans les aéroports de Rogatchevo et d'Amderma surveillent le ciel jour et nuit. Товарищ майор, во время дежурства нарушение государственной границы пограничного режима на участке отряда не отмечено. Оперативно дежурный майор Процук. Вольно. Вольно. Le nom de code de ce bunker est 18. Ici, rien n'a changé depuis le 30 octobre 1962, jour où à 8h33, un Tupolev 95 a décollé chargé de la bombe nucléaire Ivan, d'une puissance de plus de 50 mégatonnes, c'est-à-dire 3000 fois la bombe d'Hiroshima. La bombe la plus puissante qui ait jamais explosé. L'onde de choc a fait 2 fois le tour de la Terre. C'est ainsi que le Kremlin a célébré le 22e congrès du Parti communiste. C'est d'ici que le pilote de l'avion a reçu les instructions de vol. Le colonel qui a souhaité garder l'anonymat lors de notre entretien a lui aussi été en poste ici. Plus de 180 explosions. Cela représente une quantité inimaginable de déchets radioactifs. Et la seule solution pour nous a été de les immerger autour de l'île, non loin des côtes. Cet endroit est complètement contaminé. Notre pays n'a pas le droit, ou plutôt refuse de montrer au monde ce que nous avons fait ici, grâce à lui. Il serait honteux de prétendre qu'à cette époque, nous n'étions pas au courant. Bien sûr que nous l'étions. Nous étions au courant, mais notre mission était avant tout de servir et de défendre notre patrie. Nous travaillions à la survie de notre pays. Ces mots ne sont pas trop forts. C'est la vérité. Beaucoup de gens travaillaient en bonne conscience et sacrifiaient leur vie. Certains savaient dans quel enfer ils étaient tombés. D'autres ne s'en rendaient même pas compte. Un monument à la mémoire des marins a été érigé devant l'ancien mess des officiers de Bielouchia. Bientôt, il ne restera peut-être plus que lui pour témoigner de la présence des soldats en Nouvelle-Zambie. En effet, toute trace des anciens soldats qui ont participé aux essais nucléaires, comme Yevgeny Galagout, tente à disparaître des archives militaires. On ignore combien d'entre eux ont sacrifié leur vie pendant leur service militaire, car aucune statistique n'a été réalisée ni dans l'ex-URSS, ni dans la Russie actuelle. En 1958, Andreï Sakharov avait averti les autorités. Selon lui, l'explosion d'une bombe atomique d'une mégatonne entraînerait la mort de 10 000 personnes, à court ou à long terme. En 35 ans, on a fait exploser des bombes d'une puissance totale de plus de 270 mégatonnes, c'est-à-dire 14 000 fois la bombe d'Hiroshima. Voici le quai où les bateaux des gardes-côtes viennent s'amarrer. Le Sea Bridge Bar est le lieu de rencontre des matelots. Parmi eux, des marins de la Nouvelle-Zambie. Il faut que Yevgeny aille en Nouvelle-Zambie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Tu veux que je t'envoie en Nouvelle-Zambie? J'ai besoin de conseils. Si je t'y envoie, c'est en tant qu'appelé. On n'a qu'à échanger nos uniformes. Oui, on va te passer un uniforme de la marine, Yevgeny. Et en avant pour la Nouvelle-Zambie, 55 710. 77 510. Alors c'est impossible d'y aller? Sérieusement, c'est vraiment impossible? Les gens ordinaires ne peuvent pas s'y rendre? Si. Comment? En donnant un pot de vin à l'État. Mais non, Valera, qu'est-ce que tu racontes? À qui il faut donner un pot de vin?
En tout cas, pas à moi. Ça j'ai compris, mais à qui alors? À Tartampion. À qui? Au commandant, au colonel, au général? À qui? Au gouverneur. Au gouverneur. De la région. Mais la Nouvelle-Zamble est sous contrôle militaire. Alors il faut passer par le ministre de la Défense. Ah, le ministre de la Défense. Donc, la boucle est bouclée. Écoute ce qu'on nous a fait en Nouvelle-Zamble. Je sais tout sur la Nouvelle-Zamble. Mais tu sais rien du tout, commandant. Bon, d'accord, raconte. Les essais nucléaires, moi je pensais qu'il n'y en aurait qu'un ou deux. Tu parles, ça a duré 2 ans. Résultat, on n'existe plus. Ah bon? Je ne trouve plus mon nom nulle part. Les documents ont disparu. Les documents? Oui, les documents. C'est-à-dire? Tout le bataillon a disparu. Il n'y a plus aucune trace des 10 officiers et des 120 matelots et soldats. Moi aussi, j'ai disparu. Ils veulent nous assimiler à des retraités de Tchernobyl. Je m'en fous de Tchernobyl. Votre cas est plutôt lié à la guerre. C'était bel et bien un état de guerre, puisqu'on expérimentait des armes nucléaires. Bon Dieu, ça fait 4 ans que je suis à la recherche de moi-même. Sans résultat. Honnêtement, tu crois qu'il existe celui qui pourrait te retrouver? Je me cherche tout seul. Non, celui qui pourrait te retrouver. Tu crois qu'il existe? C'est de stalinisme dont on aurait besoin aujourd'hui, ne serait-ce que pour 1 an. Prenons la Tchétchénie. Moi aussi, je sais être dur. Il faut faire en sorte que... Fini la Tchétchénie. Pour être dur, tu es dur. Tu serais prêt à exécuter les ordres de ces débiles? Attends. Hop, une explosion atomique et les réservoirs d'eau. J'ai rien contre. Tu as déjà tiré sur des gens? Oui. Où ça? Partout où la patrie m'envoyait. C'est le service qui voulait ça? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était pénible. Très pénible. Mais je n'avais pas le choix. Autrement, je me serais retrouvé quelque part à Novosibirsk, dans un cimetière avec les anciens d'Afghanistan. Торжественная и печальная атмосфера. Вообще, честно говоря, стою и думаю, о чем мы здесь стоим, зачем здесь собрались? Ведь с какой стати в мирное время стоят родители, стоят братья и сестры, стоят военные, спонсоры, для того, чтобы чтить память молодых ребят в наше мирное время. Это совершенно и несуразно, и неестественно. Так не должно быть. К сожалению, Россия у нас на глазах переживает тяжелейшие времена. Афганистан, Чечня, Северный Кавказ в целом, южные границы, Чернобыль. Это все страшные катастрофы, которые потрясли Россию и Архангельск. И очень жаль, что ушли на фронт и погибли, наверное, самые лучшие наши ребята. Потому что только самые лучшие всегда идут первыми в бой и первыми погибают. Давайте почтим их память, давайте преклоним колени перед их памятью. Будем о них помнить всегда. Спасибо им большое. Спасибо вам, ребята из Афгана. Yevgeny se considère lui-même comme un vétéran. Il espère retrouver des soldats de son unité dans des commémorations au cours desquelles se réunissent des vétérans de toutes les guerres. Mais quelle épitaphe gravée sur les tombes des soldats victimes des essais nucléaires? En Russie, l'inscription « Mort au combat en Nouvelle-Zamble » ne figure sur aucune pierre tombale. Si un médecin, dans son diagnostic, osait conclure qu'un soldat avait été irradié, il se voyait retirer le droit d'exercer. Il n'y a personne pour porter le deuil d'un orphelin. C'est pour ça que l'armée a recruté des orphelins pour les missions les plus dangereuses. Ainsi, on s'assurait que personne ne tenterait de les retrouver. On ne connaîtra jamais ni l'endroit où ils sont morts, ni celui où ils ont été enterrés. Amderma, sur la terre ferme, à 400 km au sud du polygone nucléaire.
Quand le vent venait du nord, des pluies radioactives tombaient sur la ville. Jusqu'à présent, aucune recherche n'a été menée pour mesurer le taux de contamination et pour évaluer les conséquences d'une irradiation prolongée. C'est ici qu'Evgeny et Pavel ont rencontré un autre témoin des essais nucléaires, Anatoly Frolov, un pilote à la retraite qui a passé 10 ans en Nouvelle-Zambie. Là, c'est moi, en Nouvelle-Zambie. Et ici, ce sont mes camarades de l'académie militaire, Ganin et Diotkiev. Tiens, ça, c'est moi à côté de mon avion, là-bas, en Nouvelle-Zambie. Au début, on recevait des instructions. On devait effectuer un demi-tour pour laisser l'épicentre derrière nous au moment de l'explosion. Voilà comment ça se passait. J'ai déjà expliqué qu'on était escorté par des bombardiers. Lorsqu'ils approchent de la cible, un signal radio à basse fréquence est émis. Ça dure 10 à 15 secondes. À partir de ce moment-là, toute émission radio est formellement interdite. Ensuite, il y a un deuxième signal, beaucoup plus aigu. La basse fréquence correspond à l'ouverture de la soute. Lorsque la fréquence devient aiguë, c'est que la bombe est en train de tomber. Elle tombe, puis son parachute s'ouvre. Et vers 1000, 1500 ou 2000 mètres d'altitude, le radioaltimètre se déclenche et elle explose. Lorsqu'elle amorce sa descente vers 9000 ou 10 000 mètres, le pilote doit avoir le temps de faire demi-tour pour tourner le dos à l'épicentre. Donc, tu fais demi-tour, tu mets ton masque à oxygène, tu protèges tes yeux avec des lunettes noires et tu évites de regarder en bas. Bien entendu, au début, on suivait les instructions à la lettre. Ensuite, on gardait un œil ouvert. C'était tout de même intéressant. On était jeunes. On regardait d'un seul œil, comme ça. Si on était aveuglé, il nous en restait toujours un pour rentrer à la base. Par la suite, on ne détournait même plus les yeux. La localité la plus proche est Amderma. C'est à 400 km. Il est vrai que ça a été la panique quand on a appris que le nuage se dirigeait vers Amderma. C'était la panique là-bas. C'était en 61. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la Nouvelle-Zambie. Des bases militaires désaffectées, des ruines et des épaves qu'il serait inutile de transporter sur la terre ferme. C'est le désordre. Les militaires ont tout abandonné derrière eux, sans imaginer qu'un jour quelqu'un reviendrait sur les lieux. Aujourd'hui encore, des pièces de réacteurs gisent sur le sol, à l'air libre. Personne ne s'est jamais donné la peine de les enlever. L'Union soviétique a mis tout en œuvre pour devenir la première puissance nucléaire au monde. Voici les décombres que cette bataille a laissés derrière elle. Dans la clinique du professeur Tolkachev, à Arkhangelsk, Yevgeny se fait examiner pour la première fois afin de savoir s'il a été contaminé. C'est la première clinique où l'on soigne officiellement les soldats de la Nouvelle-Zambie victimes d'irradiation.
Il y avait déjà eu des essais avant notre arrivée. On buvait l'eau du lac, on cuisinait avec. Oui, elle était contaminée, mais elle n'a pas été interdite à la consommation. L'eau était contaminée et on a absorbé cette radioactivité petit à petit. Cette eau était radioactive. Nos casemates n'étaient qu'à 4 km du site. 4 mois avant le début des essais, l'eau était déjà contaminée. Et après, il y a eu les 80 explosions. J'étais très exposé à la radioactivité. C'est étonnant que je sois encore en vie. En accord avec la politique de l'époque, Erkki Bournasian, le responsable du 4e département du ministère de la Santé, chargé des affaires relatives à la radioactivité, avait imposé la loi du silence. Il n'était pas question d'établir des diagnostics puisqu'il n'y avait aucun risque d'accident chez nous. Ces soldats qui avaient travaillé dans le polygone et dans les zones d'essais nucléaires et dont les fonctions étaient classées à haut risque n'étaient en réalité enregistrés nulle part. Nous avons eu des surprises lorsque nous avons effectué des recherches à Moscou sur vos collègues. Nous avons demandé à voir leur dossier médical. Eux aussi ont participé à ces essais. On pouvait lire dans le dossier 24,8 Röntgen, 24,7, 24,9. On a demandé pourquoi une telle précision et la réponse a été nous avons reçu l'ordre de ne pas noter plus de 25 Röntgen. Selon le professeur Tolkachev, ça ne fait aucun doute. Tous les habitants de cette ville ont été contaminés. Sievierny est situé à l'est de l'île, dans le détroit de Matochkin-Char. C'est le cœur même de la recherche nucléaire russe. Tous les membres de l'élite scientifique du pays y ont séjourné, même à titre temporaire. Elle ressemble à une forteresse impénétrable et mystérieuse, de laquelle aucune information n'a filtré jusqu'à aujourd'hui. De 1961 à 1963, l'unité d'Yevgeny était basée près de Sievierny. Yevgeny a appris grâce au professeur Tolkachev que son ancien capitaine vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Toujours prêt à se battre pour une pension plus conséquente, il décide de se rendre là-bas pour tenter d'obtenir le soutien de ce nouveau témoin. Un mois plus tard, il retrouve le capitaine Varkalamiev, non pas à Saint-Pétersbourg, mais à Moscou. Il a fait partie de l'unité secrète 77-510 pendant 13 ans. Bonjour, mon capitaine. Bonjour. Tu m'as reconnu tout de suite? Oui, je vous ai reconnu. Le professeur Tolkachev m'a montré des photos. Il m'a dit, c'est Varkalamiev. J'ai répondu, non, c'est Varkalamiev, notre capitaine. Et vous, mon capitaine? J'ai passé 18 ans en Nouvelle-Zambie. Vous y êtes resté? J'y suis retourné une deuxième fois, tout de suite après l'école navale. J'ai servi 6 ans, puis 7 ans à Moscou. Mais chaque année, j'étais envoyé en mission en Nouvelle-Zambie. Ensuite, je suis parti ailleurs pendant 2 ans. En tout, ça fait 18 ans de service, jusqu'en 1980. Et Galkin? Galkin était à Moscou. Il est mort il y a 2 ans, le 12 juillet. Qui d'autre est mort? Georgievski est mort aussi. Je sais. Yura Kokarev est mort. Ah bon? Oui, ils sont morts jeunes, ça fait déjà 10 ou 15 ans. C'est bien jeune. Qui d'autre? Zaitsev est mort fou. Il était capitaine de vaisseau et responsable de l'équipement à Serpukhov. Et le contre-amiral Kudryavtsev? Kudryavtsev est mort en 93. Et Vnukov? Je ne sais pas. Il doit être à Leningrad. Kovalchuk est toujours en vie. Attends, tiens, prends ça. Voici mon album photo de la Nouvelle-Zambie. C'est le kilomètre 3. Pour beaucoup, ça a été le bout du chemin. Lorsqu'on est arrivé là-bas, il n'y avait que 2 ou 3 tombes. Tandis qu'à la fin, il y avait tout un cimetière. Tiens, moi aussi j'ai quelque chose à te montrer.
Voici Yuri Nemirovski. Il est mort maintenant. Là, c'est Mirapoltsev. Il supervisait le département des bombardiers. Lui, il travaillait au laboratoire. Il s'appelait Constantin. Je me souviens plus de son nom de famille. Toumaline, le responsable des chenilles. Vous savez, on dressait des chiens là-bas. Nikolai Vassilievitch Jaronov. Sa femme est décédée il y a longtemps déjà. Je crois qu'elle est morte en 1970. Il y a eu un moment où le malheur s'est abattu sur nos femmes. Il était parti en permission, sa femme était en bonne santé, mais quand il est rentré à la base, il est revenu sans elle. Elle est morte en 1 mois. Sans doute que les gars l'ont contaminée. Non, elle avait un problème sanguin. La femme de Darojny est morte comme ça. Il est parti et 2 mois après, elle nous a quittés. C'est aussi arrivé à d'autres. Pour la première fois en 4 ans, Yevgeny a trouvé quelqu'un pour l'aider à mener son enquête. Nous approchons de la Nouvelle-Zamble par la mer de Kara. C'est ici, dans la partie est de l'île, qu'on a fait exploser les bombes les plus puissantes. Nos hôtes, des gardes-frontières, feignent de ne rien savoir de cette affaire. Nous mangeons, buvons et plaisantons avec eux, mais ils refusent de parler des essais nucléaires. Pour eux, c'est un sujet tabou. Afin de détourner notre attention, les soldats nous montrent leur jeu préféré. La chasse à l'ours polaire en hélicoptère. C'est interdit, mais ici, les militaires n'ont jamais cessé de se moquer des lois. Au large de la côte et dans les baies de la Nouvelle-Zamble, il reste au moins 7 réacteurs, rongés par la rouille et remplis de combustible nucléaire. On a aussi repéré 5 engins radioactifs non identifiés et plus de 3200 containers de déchets nucléaires. C'est du moins ce qu'affirment les autorités. Mais personne ne connaît vraiment la vérité. Nous survolons la décharge nucléaire la plus vaste du monde. C'est ce secret-là que nos hôtes tiennent à garder à tout prix. Au bout d'une semaine, nous n'en savons toujours pas plus sur les essais. Les soldats semblent jouer à Colin-Maillard. Nous filmons jusqu'à satiété la relève de la garde, la préparation des repas et la séance de gymnastique. Tout ceci nous rappelle tellement l'ancienne URSS. Ils semblent attendre que nous en ayons assez. Eux, ils ont tout leur temps. Mais notre visa expire dans 2 jours et ils le savent bien. Положение спиня. Упражнение делать начинаем. Раз. Nous attendons. Возьми его! Le dernier soir dans le sauna, Pavel se joint aux soldats. C'est notre dernière chance. On sait ce qui se passe dans le polygone? On dit qu'ils ont arrêté les essais. Ils ont abandonné notre terre pécheresse. Ils l'ont abandonné et tout le matériel est en train de rouiller. C'est une bonne chose qu'ils aient arrêté les essais? Bien sûr que c'est bien.
On vivra plus longtemps et on sera pas chaud. Nous, on fait notre service. On verra bien. Après la séance de sauna, des officiers se mettent à parler. La première vanne que j'ai entendue en arrivant ici, c'était « ça se rafraîchit, on voit qu'il n'y a pas eu d'explosion depuis longtemps ». Oui, c'est quelqu'un qui a blagué. Après tout, c'est peut-être vrai. Ça confirme qu'il n'y a pas eu d'explosion depuis longtemps. Ah, si j'ai bien compris, vous voulez dire que les gens... D'accord, les officiers sont venus ici de force. Mais regardez les ours. Ils ont toujours leurs poils. Regardez-les. Regardez comme ils sont beaux. On voit qu'ils se portent bien. Ici, ils se promènent partout. Ils sont les maîtres de l'Arctique. Je peux te demander quand le polygone nucléaire a été fermé? Oh, c'est difficile à dire. 1 an, plus, moins? Je ne sais pas. Ils ne l'ont peut-être pas encore fermé. Donc il n'est pas fermé. C'est possible. Tout est possible. De toute façon, il reste toujours du personnel sur la base. L'aérodrome est important. Tout est possible. Des soldats m'ont dit qu'il y avait eu un essai en janvier. Il paraît, mais on n'a pas été informés. C'est pas arrivé jusqu'à nous. Moi, j'en doute. Demandez plutôt aux autorités concernées. C'est pas dans nos compétences. Quelqu'un a dû rêver. Il n'y a pas eu d'explosion. Vous ne voulez pas parler? Je ne veux pas parler. Mais c'est pas une question de vouloir. Officiellement, personne ne sait rien et personne n'a rien vu. Le monde entier fait des essais. Les Chinois, les Français, les Anglais. Et nous, pourquoi on n'en ferait pas? Ça n'existe pas, des explosions, paf, et c'est fini. Tout se passe sous terre. On creuse la montagne, on fore un puits de 2 à 3 km, on place la charge et on recouvre le tout de béton. On installe les dispositifs qui vont déclencher l'explosion, la montagne tremble un peu, les appareils de mesure enregistrent les données. Et les gens vivent et travaillent ici sans avoir peur? Lorsque je servais en Ukraine, il y avait bien plus de radiation après Tchernobyl. Et l'Asie centrale alors? Là-bas, il y a plus de radiation due au soleil qu'ici. Pourquoi avoir peur? Les médecins nous disent, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est de la vie qu'il faudrait avoir peur dans ce cas. À Rokachevo, là où se trouve notre état-major, il n'y a pas que des militaires. Il y a des civils, des géologues, des membres d'expéditions polaires. Il y a toutes sortes d'organisations à Rokachevo. Il y a ceux des télécommunications, il y a des cuisiniers. Et il y a des accouchements? Bien sûr. Il y a 2 hôpitaux à Bielouchia. Cette ville est plus grande que Rokachevo, c'est bien ça? Les gens vivent bien. Personne n'a l'intention de partir. Oui, c'est vrai. Il y a une école aussi. Et c'est une bonne école. Le niveau est sans doute meilleur qu'à Vorkuta ou à Arkhangelsk. C'est ici, en 1955, que la première bombe atomique a été assemblée sous la direction du lieutenant-colonel Negin.
Les ordres sont les ordres. La patrie exigeait, nous exécutions. Je crois avoir ma part de responsabilité. Bien sûr, à mon âge, je n'aurai sans doute pas le temps de faire grand-chose pour dévoiler entièrement tous les secrets de la Nouvelle-Zamble et du polygone nucléaire. Le plus inquiétant, le plus effrayant, c'est que la plus grosse bombe de la Nouvelle-Zamble n'a pas encore explosé. Et elle explosera dans une trentaine d'années. Elle explosera forcément. Celle-là n'aura rien à voir avec les bombes que nous avons expérimentées jusqu'ici. Ce sont toutes les formes de vie sur Terre qui pourraient en pâtir. Et c'est cela qui m'incite à parler aujourd'hui, non pas en tant que militaire, mais en tant qu'homme.